Bonjour, bienvenue dans le 4e épisode du podcast d'Histoire et maintenant le feu. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Offenstadt, professeur d'histoire contemporaine à Paris 1. Il va nous plonger en RDA sur ses traces, ses objets et sa temporalité. Bonne écoute. Cher Nicolas Offenstadt, 1000 fois merci de votre présence. Vous êtes professeur des universités à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez commencé comme médiéviste. Votre thèse portait sur les discours et les gestes de paix pendant la guerre de 100 ans en 2001. Et vous en avez tiré Faire la paix au Moyen-Âge chez Odile Jacob en 2007. Vous avez ensuite travaillé sur la Première Guerre mondiale et sa mémoire avec 14-18 aujourd'hui, la Grande Guerre dans la France contemporaine, ou encore les fusillés de la Grande Guerre, tous les deux chez Odile Jacob. Et plus récemment sur la RDA et ses traces, avec par exemple Le pays disparu sur les traces de la RDA chez Folio et Histoire globale de la RDA récemment chez Talandier. Et vous avez également publié 2 livres sur l'Urbex, Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée et Urbex RDA, tous les deux chez Albin Michel. Vous avez dit ailleurs que vous aviez approché l'histoire de la RDA par les paysages, par vos pérégrinations, notamment par l'Urbex. On commencera donc par ce rapport à l'espace, les paysages sensibles, le rapport aux objets, et dans un second temps, on s'attardera sur la mémoire et les différentes couches du temps. Tout d'abord, pour commencer tranquillement, qu'est-ce qui vous a fait glisser du Moyen-Âge à l'histoire contemporaine ? En fait, il manque un chaînon pour comprendre. J'ai plutôt glissé de l'histoire contemporaine au Moyen-Âge, en fait. Mais c'est évidemment des choses qui sont moins connues parce que c'est des questions universitaires. Quand j'ai fait mes études d'histoire, j'étais aussi étudiant à Sciences Po. Et à Sciences Po, l'histoire contemporaine était très dynamique à l'époque. C'était l'époque, donc la seconde moitié et la fin des années 80. Vous aviez le renouveau de l'histoire politique qui se faisait autour d'une collection au Seuil, Nouvelle Histoire de la France contemporaine, autour des manuels de Serge Bernstein et Pierre Milza. C'était les enseignements de Michel Vinocq et Jean-Pierre Azéma qui viennent de disparaître. Et donc l'histoire contemporaine était très attrayante. Et moi, je voulais déjà devenir historien quand j'étais étudiant à Sciences Po et je faisais des études d'histoire en parallèle. Donc mes premiers mémoires de recherche, en fait, sont à Sciences Po et sont en histoire contemporaine. J'avais travaillé avec Jean-Pierre Azéma, je pense évidemment pas mal à lui puisqu'il vient de nous quitter, sur les ministres du Front populaire à l'époque. C'était mon premier sujet de recherche. Ça m'avait beaucoup passionné, c'était assez moyen ce que j'avais fait parce que j'avais essayé de travailler sur la manière dont les ministres du Front populaire réfléchissaient sur la défaite de 40. Donc comment, dans le fond, c'était déjà un travail sur la mémoire, comment on construisait un récit sur un événement passé. Donc ça m'avait bien intéressé. Puis j'avais continué avec lui en travaillant sur un anarchiste d'avant 14 qui s'appelait Victor Méric. Et donc quand j'ai passé les concours, j'avais déjà en fait un gros bagage en histoire contemporaine. J'avais déjà fait 3 mémoires de recherche parce que à l'époque, quand on passait l'agrégation, il fallait une maîtrise d'histoire et j'avais fait c'était des questions administratives mais qui sont amusantes, mais j'avais fait un DEA à l'époque, c'était l'équivalent d'un M2 à Sciences Po, et il fallait quand même revenir en M1. C'était un peu le paradoxe, parce que Sciences Po ne délivrait pas le diplôme qui permettait de passer la grecque. Donc j'avais fait 3 mémoires de recherche au final, c'est un peu long mais j'y arrive. Et ces 3 mémoires de recherche portaient en histoire contemporaine, donc sur à la fois l'histoire des ministres du Front populaire, sur les anarchistes et les pacifistes. Voilà. Okay. Et alors donc du coup, pour répondre à votre question sur le glissement, pourquoi j'ai glissé donc de ce parcours qui aurait pu être finalement un parcours assez classique d'histoire contemporaine vers l'histoire médiévale ? Et bien parce que ce qui me paraissait dynamique à la fin des années 80 m'a paru moins dynamique au début des années 90. Et c'est-à-dire que l'histoire médiévale m'a paru très fascinante à ce moment-là, et notamment l'histoire de l'anthropologie historique que j'ai découvert à l'université en préparant l'agrégation. Et du coup, ça me restait comme une science très très performante que cette anthropologie historique. Et j'ai notamment rencontré le travail et les enseignements, parce que je l'ai eu comme professeur, de Claude Govard, qui était professeur à Paris 1. Et je trouvais que dans le fond, l'approche anthropologique était plus intéressante que l'histoire politique qui était pratiquée à Sciences Po. Voilà, donc j'ai eu une forme de basculement intellectuel ou de tout ce que j'avais fait, que j'ai beaucoup aimé, qui me sert toujours, parce que j'avais lu des milliards de choses à l'époque, fait des recherches dans des tas de fonds d'archives pour faire ces 3 mémoires dont je vous parlais. Et en fait, je me suis dit que j'arrivais pas de ce travail de recherche premier, pionnier, à vraiment définir une problématique ou des orientations qui me paraissent critiques, intéressantes, novatrices. Et Claude Govard, pour moi, c'était un peu l'illumination parce que l'anthropologie historique qu'elle faisait, l'application de toute
toutes les réflexions de l'anthropologie sur les pratiques rituelles, sur la justice, sur la criminalité, sur les rites politiques. Je trouvais ça génial. Et donc c'est ça qui m'a fait basculer en fait vers le médiéval. Donc on a toujours l'impression, parce que les gens regardent évidemment que ce qui est public. Bah oui, ce qui est publié. Voilà, et ces 3 petits mémoires, tout le monde les ignore. Ils sont pourtant dans les bibliothèques, ils n'ont pas un intérêt particulier outre leur thème. Mais si vous voulez, effectivement, on se dit bah oui, il a fait une thèse de médiéval, puis il a fait l'histoire contemporaine. Mais en fait non, il a fait de la recherche en histoire contemporaine et il est devenu médiéviste parce que ça me paraissait plus dynamique. Alors j'avais quand même hésité. J'étais allé voir Azéma à l'époque et puis il m'a dit oui, vous devriez travailler sur la justice sous Vichy. À l'époque, ça me paraissait, je voyais pas trop. Je me suis dit oulala, c'est de l'histoire institutionnelle, ça va être ennuyeux, voilà. Ce qui aujourd'hui évidemment avec 40 ans d'histoire, je crois que c'est un sujet très intéressant. Je le ferai peut-être très différemment, mais à l'époque, comme jeune apprenti historien, je voyais pas trop ce qu'avec la justice sous Vichy je pouvais découvrir ou quelle approche. Et Govard me paraissait plus flamboyante en termes de problématiques. Donc c'est ça qui m'a décidé en fait. C'est cette orientation intellectuelle. L'anthropologie historique, c'était quelque chose pour l'histoire du Moyen-Âge. C'était quand même des grands noms. C'était Jacques Le Goff, c'était Jean-Claude Schmitt, c'était l'étude des rituels, c'était le renouvellement aussi de l'histoire du pouvoir. Ouais. Parce que vous faisiez pas de l'anthropologie historique uniquement pour l'histoire de la famille ou pour l'histoire des fêtes ou des traditions. Vous faisiez aussi de l'anthropologie pour l'histoire politique. Ça renouvelait beaucoup la question de la domination, la question du pouvoir. Donc c'était hyper excitant et stimulant intellectuellement. Donc en fait, vous voyez, il y a plusieurs glissements. Du coup, c'est une forme de glissement perpétuel. D'abord, de glisser de l'histoire à la Sciences Po, qui m'a énormément apporté à l'histoire médiévale, puis ensuite, évidemment, à d'autres évolutions. Mais c'est vraiment ce moment clé de l'anthropologie historique des années 90 qui m'a fait basculer. Dans Histoire globale de la RDA, publié en janvier 2026 chez Talandier, vous étudiez notamment les paysages sensibles, notamment sonores et olfactifs. En RFA, vous dites qu'il y a le bruit des voitures, des avions, et que c'est bien moins fréquent en RDA, que le temps est plus silencieux. Quels sont ces bruits, quels sont les sons qu'ils entendent et comment leur temporalité en RDA, donc, est marquée par cet environnement sonore ? Oui, alors d'abord, puisqu'on discutait ensemble d'anthropologie, cette attention aussi justement à l'environnement quotidien, à prêter attention à des sujets qui pendant longtemps étaient considérés comme secondaires, c'est des choses que j'ai en partie découvert justement en faisant de l'histoire du Moyen-Âge, parce que déjà dans ma thèse, publiée, vous le rappelez, en introduction en 2007, j'avais fait tout un passage sur l'environnement sonore de la paix. J'avais travaillé sur les cris, les cloches. Donc pour moi, le son a toujours été non pas un objet à part en histoire, où vous diriez, ben voilà, il y a les gens spécialistes d'environnement sonore, qui peuvent être des techniciens. C'est que je me suis dit, dans le fond, ça détermine évidemment toujours beaucoup d'éléments dans une société. Et du coup, quand j'ai continué évidemment à poser des questions de cet ordre, en histoire contemporaine, très naturellement aussi. Et la RDA, ça m'a frappé parce que je me suis dit, dans le fond, cette société qui a tout un ensemble de spécificités, elle a aussi évidemment tout un environnement sonore et olfactif qui lui est propre. Et notamment, l'idée, c'est de reconstruire d'une part ce qu'il fut, donc les vraies différences, et vous l'avez évoqué, mais par exemple, il y a beaucoup moins de bruit. Il y a beaucoup moins de bruit parce qu'il y a, dans le fond, du point de vue de la modernité automobile, de la modernité technique, il y a tout un ensemble de choses qui manquent. Évidemment, il y a donc il y a beaucoup moins d'automobiles. Ces automobiles font pas le même bruit, donc c'est un monde qui est plus silencieux. Et effectivement, on n'entend pas la même chose. Et aussi, il y a évidemment des sons communs. Il y a les sons aussi qui sont évidemment très intéressants de la propagande, de la manière dont peuvent être diffusés les discours officiels, peuvent être diffusées les chansons officielles. Donc il y a tout un environnement sonore où les gens sont habitués à entendre différemment de ce qui peut se passer à l'Ouest, à la fois les mots, le sens, la sémantique, mais aussi l'intensité. C'est ça qui est intéressant. Donc bon an mal an, la société est-allemande est effectivement moins bruyante et a d'autres types de bruits. Parfois, certains d'ailleurs pouvant devenir des bruits d'affrontement, puisque auprès du mur, il arrivait parfois qu'il y ait des guerres de propagande où, à travers les haut-parleurs, les deux côtés essayer d'envoyer des arguments pour justifier un système. Donc tout ça pour vous dire que pour moi l'histoire sonore,
c'est quelque chose qui est très déterminant, puisqu'encore une fois, les gens sont ancrés dans un environnement sonore, dans un paysage sonore, et que c'est à l'historien d'essayer de le reconstituer. Alors, pour la RDA, c'est relativement facile, parce qu'il y a des films, il y a des sources, il y a des témoins, mais on peut aussi le faire pour le 19e siècle. Alain Corbin avait fait un livre qui avait marqué sur les cloches. Exceptionnel. Voilà, qui m'avait servi d'ailleurs pour l'histoire du Moyen-Âge, bien qu'il porte, lui, sur le 19e siècle. Donc, il y a deux choses qui sont importantes ici, sur le plan, disons, de la réflexion. C'est d'abord toujours d'ancrer les gens dans la manière dont ils vivent. C'est-à-dire que les sons, pour moi, c'est pas un truc à part, c'est la manière dont les gens se saisissent. Et qu'est-ce que ça peut faire d'entendre tel type de chanson, tel type de propagande. Ça, je l'avais étudié pour le Moyen-Âge, mais ça m'intéressait de voir comment en RDA, ça pouvait aussi déterminer tout un rapport au temps et à l'espace, parfois plus lent sans doute aussi, qui donne une attention à un certain nombre d'épaisseurs du temps qui n'est pas la même chose que dans les pays occidentaux. Donc ça fait pleinement partie pour moi de l'histoire globale que de reconstituer cet environnement particulier. Et évidemment le son, mais aussi les odeurs, et notamment ces odeurs qui sont liées par exemple à la spécificité énergétique du pays, qui utilise beaucoup le lignite, qui est un charbon de mauvaise qualité, qui sent mauvais à la combustion, ou en tous les cas qui a une odeur particulière. Certains disent mauvais, d'autres odeurs particulières. Et donc évidemment tout ça, ça marque le quotidien des gens. Donc ça fait partie de ce qu'il faut essayer de décrypter quand on fait de l'histoire. Et vous avez commencé à en parler justement près du mur de Berlin, à cet endroit finalement un peu poreux où les odeurs. Vous dites aussi que les odeurs traversent à travers des colis. Tout à coup, on a une odeur de savon, de chocolat, etc. Comment est-ce que justement sur cette frontière, ces deux environnements, et sonore et olfactif, se mélangent, et est-ce qu'il y a une spécificité de la frontière ? Oui, bien sûr, il y a une spécificité de la frontière pour plein de raisons. D'abord parce que elle est relativement poreuse jusqu'à l'érection du mur en 1961. Donc, on circule encore pas mal de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Donc cette porosité, c'est la possibilité des deux côtés quand même de voir comment les sociétés évoluent, comment elles vivent, etc. Donc, il y a énormément de récits de voyages réciproques, évidemment, de gens qui vont à l'Est et à l'Ouest, à Berlin. Donc, il y a eu, jusqu'en 61, même si la frontière s'est déjà fermée au début des années 50, il y a eu la possibilité de voir comment les autres vivaient. Chacun ayant des spécificités, il y a toujours des problèmes de change, parce qu'on ne pouvait pas évidemment changer ce qu'on voulait, il y avait des sommes minimales, on ne pouvait pas non plus réutiliser les marques est-allemandes qu'on avait changées à l'ouest, donc on raconte aussi, par exemple, vous voyez, tout un ensemble de pratiques qui sont intéressantes, que les gens enterraient, chacun avait son petit trésor, puisqu'ils ne pouvaient pas rechanger les marques est-allemandes, on savait qu'on avait nos marques est-allemandes enterrées sous terre, à côté d'un arbre, dans tel endroit de Berlin, et quand on viendrait, on les réutiliserait. Il y a plein de gens qui m'ont raconté cette anecdote, évidemment personne ne les retrouvant après, parce que à chaque fois. Mais donc du coup, c'est apprendre à vivre avec des pratiques différenciées. Il y avait aussi évidemment les achats étaient très différents, que ce soit des achats légaux ou illégaux. Donc il y avait aussi, on sait très bien qu'avec tout l'argent qu'il était obligé de changer à l'est, on pouvait s'acheter beaucoup de choses. Alors mais quoi ? Il n'y a pas tant de choses que ça à acheter à l'est. Donc des livres, des disques. Donc il y a beaucoup, par exemple, d'intellectuels de l'Ouest qui venaient acheter pour des sommes modiques tout un ensemble de classiques allemands, etc. Donc il y avait aussi des habitudes, vous voyez, qui n'étaient pas seulement ordinaires, qui étaient de transactions, de marchandises. Et le mur va évidemment considérablement freiner ces liens et va évidemment considérablement changer les choses. Je dirais que évidemment il y a des choses qui passent à travers le mur, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont cesser, et du coup ça va beaucoup séparer les familles. Ça va créer aussi tout un ensemble de traumatismes, le mur. C'est pas seulement une séparation matérielle. Il y a des collègues qui ont étudié les dossiers psychiatriques de l'hôpital de la Charité, et on parle alors d'une maladie du mur. C'est-à-dire que le mur rend aussi certains des Allemands les plus fragiles ou les plus sensibles à ce qui se passe de plus en plus faibles mentalement. D'où cette maladie psychique du mur, de sentiment d'enfermement, sentiment de séparation. Donc il y a quand même une réalité. Ça va séparer aussi des supporters de foot qui pouvaient aller voir le club de l'autre côté, notamment à l'ouest, le fameux Hertha Berlin. Donc il y a quand même des séparations qui sont très profondes et qui vont couper des liens qui jusque-là avaient quand même pu exister.
Voilà, donc du coup, c'est ça qui est quand même la grosse différence après 61, c'est que bien sûr que l'Est et l'Ouest avaient des frontières de plus en plus étanches, mais à Berlin, on pouvait encore négocier tout un ensemble de choses. Par exemple, il y avait la possibilité de voir les matchs en commun de ce club de foot, ce qui a été encore possible à un moment en se mettant en hauteur après le mur dans les immeubles parce que le stade était pas loin. Donc il y en a qui montaient dans les immeubles, ils s'installaient, donc il y avait tous les supporters de l'Est qui regardaient le match qui avait lieu à l'Ouest par en haut. Et ensuite les choses sont plus difficiles. Et comme vous le disiez justement, un des moyens de recevoir l'odeur de l'Ouest, c'est soit la visite des familles quand c'était possible, parce qu'il y avait encore évidemment des visites possibles sous différentes modalités, soit de recevoir ces fameux paquets qui exhalaient des odeurs que... Alors ça, c'est un témoignage qu'on retrouve vraiment partout, y compris dans les souvenirs d'Angela Merkel. C'est cette idée qu'en ouvrant ces paquets, on découvrait des odeurs de produits qu'on considérait comme de bien meilleure qualité, bien plus attractifs, bien plus agréables, comme le chocolat, effectivement, ou le savon, qui dégage de bonnes odeurs, et qui étaient de meilleure qualité pour les Allemands de l'Est quand ça venait de l'Ouest. Bon, alors, il faut évidemment toujours, ça c'est aussi l'image un peu caricaturale, mais juste, il arrivait aussi d'ailleurs que ces paquets soient remplis de choses que les Allemands de l'Est avaient tout à fait. Parce qu'il y avait aussi une représentation à l'Ouest qui manquait de tout, oui. Alors qu'il y avait des choses qu'ils avaient quand même. Donc tout n'était pas évidemment uniquement idyllique, mais il y avait quand même ce sentiment du coup d'un monde olfactif différent des deux côtés du mur. Est-ce que Jérémy Foy nous a parlé, il en parle en particulier dans son dernier livre Survivre, il disait que par exemple le fait pour les protestants, pendant les guerres de religion, il faut que je remette le contexte, que pendant les guerres de religion, les protestants font cuire de la viande les jours maigres et ouvrent les fenêtres pour justement faire parvenir l'odeur dans la rue et que c'était une façon de marquer l'espace différemment. Est-ce qu'il y a ce genre de choses en RDA aussi ? Une sorte de marquage de l'espace par l'odeur? Alors, par l'odeur, je sais pas, mais par contre, le marquage de l'espace, c'est une question qui est générale, parce que dans le fond, le projet du gouvernement, on va se déplacer un peu de la population gouvernement pour commencer la réponse, on y reviendra. Le projet du gouvernement, dans le fond, était quand même de créer une nouvelle société, un monde nouveau. Donc un monde socialiste, un monde débarrassé des scories du capitalisme, de la bourgeoisie, de l'impérialisme. Donc ce monde nouveau, il devait nécessairement effectivement marquer un espace nouveau. Donc quand la RDA devient donc ce nouveau régime socialiste après 1949, il y a tout un ensemble de décors qui sont transformés. Alors soit c'est des décors, on pourrait dire nominels ou symboliques, avec les noms de rues déjà qui changent évidemment. On se débarrasse de toute la tradition, de toute une partie de la tradition allemande pour mettre le nom des héros du Parti communiste, que ce soit le Parti communiste allemand ou d'autres. Donc il y a déjà les rues changent. L'urbanisme change aussi, parce que les projets urbanistiques fait que les centres-villes vont être relativement négligés, on va construire beaucoup en périphérie, de grands ensembles. On va aussi se débarrasser en centre-ville des ruines dont on ne veut pas reconstruire, des ruines de châteaux, des ruines d'églises, des ruines de bâtiments d'autrefois qui avaient été déjà abîmés par la guerre et dont on va finalement se débarrasser. On va aussi détruire effectivement par là un certain nombre d'églises qui a suscité des scandales. Donc oui, on marque l'espace. Ça, c'est fondamental. En général, en histoire, les pouvoirs marquent l'espace. Donc on marque les noms de rues, on détruit ce qu'on pense être les restes de l'ancien régime quand c'est inutile, et puis on essaye de construire du neuf. Et donc construire du neuf, c'est d'abord évidemment un nouvel urbanisme qui a plus ou moins bien marché selon les endroits, mais qui est encore très marqué. Vous voyez très bien quand vous êtes en Allemagne de l'Est que vous êtes en Allemagne de l'Est dans beaucoup de villes. Il y a ces constructions de périphérie, ces grandes cités, ces grands ensembles qui étaient le grand projet urbanistique du régime, surtout dans les années 70. Et puis aussi, on marque cet espace politiquement. Ça veut dire quoi? Et ça, je trouve ça encore peut-être plus intéressant au quotidien. Ça veut dire que vous avez des inscriptions politiques dans les entreprises, vous avez des slogans qui sont peints, des slogans sur la paix, sur la réalisation du plan. Et d'ailleurs, il en reste aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des traces, aujourd'hui, c'est des peintures qui s'effilochent ou des mosaïques qui tombent en ruine. Mais à l'époque, il s'agissait dans le fond de décorer aux couleurs du socialisme, pas simplement les institutions officielles, mais partout. Donc dans les entreprises, dans les rues, vous avez des inscriptions qui sont peintes, vous avez des statues qui sont érigées
Ça, c'était très important. Il faut créer de nouveaux héros, il faut créer de nouveaux décors, il faut marquer l'espace. Donc ça, c'est fondamental. Marquer l'espace, c'est statique, c'est-à-dire c'est le transformer, aussi bien pour l'habitat que pour le décor politique, mais c'est aussi mobile au sens où l'espace, il est approprié par d'immenses manifestations. Par exemple, lors des grandes fêtes, le 1er mai, ou des fêtes qui célèbrent une partie de l'histoire de la RDA ou de l'URSS. Et donc, du coup, on s'approprie l'espace, on se crée des éléments de circulation. Par exemple, dans chaque ville, il y avait ces grandes cérémonies pour les moments historiques du régime, ou alors pour les fêtes classiques. Le 1er mai, évidemment, la fête de la libération de l'Allemagne, donc après l'armistice des 7 et 8 mai. Donc toutes ces fêtes, la Révolution d'octobre, se déroulaient avec des cérémonies. Donc on aménageait des places où on puisse mettre suffisamment de monde le jour des cérémonies. Donc ça veut dire que vous faisiez aussi, l'urbanisme était pensé par rapport au discours politique qui allait être tenu sur ces places. Donc devant les statues, devant les mémoriaux, devant les monuments, on aménageait les places de manière à ce que suffisamment de monde puisse tenir. Donc il faut imaginer que c'est la transformation effectivement spatiale de tout un monde dont il reste d'ailleurs aujourd'hui des traces. On le voit bien, on les voit bien, même s'il y a des herbes folles, on voit bien encore ces places, ces statues, etc. Donc oui, cette question du marquage de l'espace, elle est à mon avis centrale, et évidemment, elle marque aussi les habitants parce qu'ils en sont partie prenante. Parfois, ils sont obligés de donner plus ou moins des heures de bénévolat, entre guillemets, pour aménager cet espace pour qu'il soit conforme aux normes socialistes. Donc c'est à mon avis un des enjeux les plus passionnants de sa construction de ces États qui prétendent faire un monde nouveau. C'est aussi l'idée que ce monde nouveau, il doit s'incarner dans le marquage de l'espace. Donc c'est vraiment un enjeu central que vous soulevez à juste titre. Et vu que vous faites beaucoup d'urbex, vous retournez du coup en Allemagne de l'Est, beaucoup, et je voulais savoir s'il y avait une odeur, après j'arrête avec mon obsession sur l'odeur, mais est-ce qu'il y a une odeur des bâtiments désaffectés? Est-ce qu'il y a encore une odeur en Allemagne de l'Est qui subsiste ou pas du tout? Et est-ce qu'il y a une spécificité des bâtiments? Est-ce que l'abandon laisse un peu toujours la même odeur, ou est-ce que chaque bâtiment, chaque endroit, chaque lieu a finalement quelque chose d'un peu spécifique? C'est une très belle question. Alors oui, il y a souvent une odeur, parfois identique, parfois différente. Il y a, je pense, effectivement une odeur de l'abandon qui se mêle de tout un ensemble d'éléments. Il y a aussi une odeur qui peut être liée évidemment aux productions qui ont été faites, aussi au type de climat dans lequel on se trouve. Donc je dirais les deux. Oui, il y a une odeur de l'abandon, on le sent, il y a quelque chose qui se joue, qui est commun. Ce serait difficile à décrire parce que sans doute c'est un mélange de beaucoup de choses, d'humidité, de bois, de types de matières qui sont aussi abandonnées. Il y a un point commun, il y a aussi des points différents. Puisque vous me posez cette question donc sur l'urbex, c'est qu'on est parti, et vous me disiez pourquoi vous avez glissé de la médiévale à la contemporaine. Je voudrais vous dire à propos de ça, un peu aussi sur ces questions, sur l'entremêlement entre les deux. Quand j'étais en thèse d'histoire médiévale, donc dans les années 90 notamment, où c'est au milieu des années 90. À l'époque, c'est le moment où les dernières mines du Nord fermaient, ou étaient fermées. Et je travaillais pour l'histoire médiévale, notamment aux archives de Lille. Parce je travaillais sur notamment les archives des ducs de Bourgogne, qui jouaient un rôle important dans ma thèse. Et donc j'allais aux archives, et effectivement, elles sont forcément fermées le week-end. Et donc je restais là pour pouvoir travailler un certain temps. Et j'allais le week-end voir les mines abandonnées. Donc vous voyez, j'étais déjà... et quand j'ai fait de l'urbex de manière plus générale et plus scientifique récemment, je me suis dit, mais dans le fond, quel lien avec ce qui se passait pendant ma thèse? Mais en fait, il y a un lien. C'est qu'en reprenant les photos, les documents de cette époque, j'avais le souvenir, mais il était encore un peu vague. C'est qu'en fait, je faisais déjà de l'urbex à ce moment-là, sauf que ça n'avait pas le nom, ça n'avait pas le caractère organisé, systématique, un peu communautaire que ça a pris aujourd'hui, dans les années 2000. Mais tous ces week-ends où je faisais de l'histoire médiévale de la semaine, j'allais voir le terrain autrement, en quelque sorte, en sautant par-dessus les barrières pour aller voir les carreaux de fosse, les mines dans le Nord, en France et en Belgique, parce que le bassin minier est à cheval. Donc du coup, j'avais déjà cet intérêt, si vous voulez, pour ces espaces un peu entre deux, un peu entremêlés. Et du coup, il y avait pour moi, dans le fond, une certaine continuité entre aller aux archives. J'avais pas l'impression d'être, si vous voulez, clivé
J'avais pas l'impression d'être de moi-même ou de faire deux choses complètement différentes. Pour moi, il y avait une forme de continuité intellectuelle entre aller fouiller dans les archives l'histoire du Moyen-Âge et aller voir aujourd'hui la déréliction d'un monde qui était celui des mines qui venaient de s'achever ou qui étaient en train de s'achever devant moi. Et dès cette époque-là, du coup, j'étais très sensible au bâtiment, à ce sentiment, à toute cette question des émotions, des odeurs, des sensibilités. Donc c'est quelque chose de temps long. Et là où effectivement, je pense que on pourrait même aller beaucoup plus loin. J'ai pas la réponse, mais elle serait tout à fait possible de vous la donner. C'est qu'on peut sûrement étudier ces odeurs beaucoup plus dans le détail, en fonction de la géographie des lieux, en fonction de leur conservation, en fonction du climat, en fonction du type de produit qui a été fait. Ça pourrait même, pour des spécialistes de l'histoire des odeurs, mais il y a souvent quelque chose qui vous saisit. Alors quand ça vous saisit trop, il vaut mieux partir, parce que il y a aussi des dangers de fuite. Voilà. J'ai été récemment faire de l'urbex dans ce qu'on appelle en Normandie la vallée de l'amiante, parce que c'est là qu'on produisait de l'amiante. Et bon, je suis allé voir des usines et j'ai lu que c'était finalement pas forcément une bonne idée, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent. Donc sous réserve de faire attention, je pense que c'est un sujet entier, parce qu'effectivement, ça varie d'un lieu à l'autre, ça change. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on pourrait même, rétrospectivement, ce serait difficile, mais sans doute aussi que l'odeur que vous ressentez dans un lieu, que vous sentez dans un lieu, elle doit contribuer aussi à la manière dont vous l'appréhendez, parce que ça fait partie de on circule aussi dans un lieu à partir de tout un ensemble on pourrait dire, de capteurs sensibles, et donc l'odeur en fait partie indéniablement. Et vous avez commencé à en parler pour les processus de paix au Moyen-Âge. Les lieux ont aussi une importance capitale, que ce soit sur un pont, au-dessus d'un fleuve, devant ou dans une église. Comment est-ce que la paix médiévale s'ancre aussi dans l'espace, en plus de la parole et de l'écrit ? Oui, alors c'était une question, effectivement. Les espaces en histoire, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, de spatialiser le récit. J'adorais la géographie d'ailleurs quand j'étais étudiant. Je fais des petites apartés, mais c'est une discussion, vous m'avez dit, libre. Absolument. Et un des travails de jeune étudiant que j'ai le plus adoré, ça devait être, je sais plus, c'était en première ou en deuxième année d'histoire. On avait un professeur de géographie qui, par ailleurs, nous a donné des mauvaises notes sur autre chose, donc j'en ai gardé un mauvais souvenir, mais il nous avait fait faire un truc génial, c'était de faire une monographie de village, comme un géographe. Donc, avec toutes les sources dont on pouvait disposer, donc on était dans les années 80, donc vous alliez travailler sur le cadastre, sur les sources démographiques, vous alliez interroger les agriculteurs, et il fallait mettre ses bottes, parce que voilà, aller voir les cultures sur place. J'avais trouvé ça génial. De s'approprier l'espace comme ça, de pas seulement aller voir J'avais été à la mairie demander les recensements, j'avais été chercher les statistiques qu'il fallait de l'INSEE, j'avais fait du point de vue documentaire ce qu'il fallait faire, mais ils nous invitaient aussi à aller voir spatialement comment les champs étaient organisés, pas seulement sur les cartes IGN. Et j'avais trouvé ça absolument extraordinaire, d'incarner le savoir avec les gens sur place. Donc j'allais voir les agriculteurs, c'était un village que je connaissais, c'était facile. Et du coup, cette formation que je trouve en France qui est géniale, où histoire et géographie sont très proches, ça donne une sensibilité à l'espace. Et donc quand j'ai fait de l'histoire de manière plus sérieuse ou plus professionnelle pour la thèse, c'est des questions qui sont toujours restées, cette idée de lier le temps et l'espace. Et du coup, c'est vrai que pour la paix en particulier, l'espace est très important parce que il y a notamment pour le Moyen-Âge, il y a dans le fond tout un ensemble de valeurs qui vont s'incarner par le lieu où vous agissez. Sans être trop long, il y en a deux. Il y a d'abord l'idée que, évidemment, les lieux qui portent l'esprit du Christ, et notamment les églises, les lieux qui ont une dimension sacrée, doivent amener les protagonistes plus naturellement à faire la paix. Donc on peut se réunir, on peut discuter dans une église, et en particulier... à la fin du Moyen-Âge, on le sait, des groupes religieux qui portent cette identité pacificatrice, et notamment les ordres mendiants. Donc il est très classique, à la fois pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons, on pourrait dire, morales, de se réunir dans un couvent mendiant, ou qu'en tous les cas, les mendiants utilisent leurs lieux comme des lieux de pacification. Donc il peut y avoir on pourrait dire un enjeu de valeur morale. Le lieu, en quelque sorte, porte par sa sacralisation un effet, qui doit avoir un effet qui doit conduire chez les protagonistes à un changement de situation. Être dans un couvent mendiant, être dans une église, c'est être donc dans la paix du Christ. Donc la paix du Christ doit conduire à la paix des hommes. Et donc en ce sens, les lieux ont une effectivité. Et effectivement, comme le monde médiéval n'est pas seulement fait
de sacralisation, c'est aussi un monde évidemment de pouvoir terrestre. Et il faut aussi que les différents pouvoirs soient en situation de sécurité, ou situation d'égalité évidemment, puisque la disposition des princes est très importante. Donc du coup, il faut des lieux qu'on peut imaginer comme ayant une certaine neutralité ou représentant la frontière. Donc les ponts, par exemple, peuvent jouer ce rôle. On pourra ajouter, certains l'ont fait en anthropologie, que l'eau est pacificatrice. Alors c'est peut-être un peu généralisé, mais en tous les cas, que ce soit dans la situation topographique ou dans ce qu'il représente, que ce soit un pont, un couvent mendiant, une église, tout ça peut avoir un rôle important. Il y a même une église qui était à cheval sur 2 juridictions, ce qui avait l'avantage que les comtes des deux juridictions pouvaient rentrer dans l'église, chacun dans sa juridiction, sans du coup donner l'impression qu'ils cédaient en avançant vers le territoire de l'autre. Donc vous voyez, cette question de neutralité, cette question de garder le prestige de chacun dans les lieux de négociation, c'est quelque chose qui était très fondamental. Donc organiser les lieux de la paix, c'était évidemment de prime importance pour faire aboutir à traiter une négociation au moins en apparence. Et en plus de la spatialité, il y a autre chose qui vous obsède, ce sont les objets. On va revenir en RDA du coup. Vous dites dans plusieurs de vos livres que c'est un pays désormais à l'horizontale, notamment parce qu'on trouve multitude d'objets sur les étals des brocantes, mais aussi parce que les statues sont tombées ou ont été renversées. Comment est-ce qu'on devient ce pays à l'horizontale ? Alors c'est une bonne question. Enfin, il y a 2 questions. Il y a une question, les objets et le pays à l'horizontale. Je vais vous répondre d'ailleurs, pour une fois, je vais répondre vraiment à la question avant de remonter en arrière. C'est une expression qui m'est vraiment apparue physiquement en me promenant dans l'ex-RDA, pays à l'horizontale, parce qu'on voyait de fait dans les musées, parfois dans les brocantes, parfois même dans les hangars municipaux, on voyait les statues ou les réalisations de la RDA à l'horizontale. Moi, j'ai vu des statues qui étaient démontées, mais qui étaient évidemment allongées à l'horizontale dans des dépôts ou ailleurs. On voyait bien que ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur l'espace, ce marquage avait disparu. Donc, on passait de la verticale à l'horizontale. Donc, c'était très, très visible, y compris même dans les musées où certaines statues auraient pu être réérigées, ne serait-ce que pour les montrer, on les gardait à l'horizontale pour montrer en quelque sorte le pays défunt. Et donc du coup, l'horizontale, c'était donc ces statues allongées, c'était aussi les draps des brocanteurs qui sont par terre à même le sol, où on aligne tous les objets de la RDA, dont certains étaient avant sur des tables, étaient sur des établis, étaient dans des ateliers, et qui là se retrouvaient, que ce soit des robots de cuisine, que ce soit des instruments, que ce soit aussi des médailles que vous portez verticalement, évidemment, et qui se retrouvaient à l'horizontale sur un tapis de brocante ou sur un drap de brocante. Donc c'est d'abord physique, mais ça répond pas à votre question pourquoi. Ça c'est d'abord comment. C'est très visible. C'est une image qui m'a beaucoup frappé, cette horizontalité désormais de la RDA. Alors comment on le devient ? On le devient parce qu'après 1990, après la réunification, dans le fond, un des gros éléments de la politique qui a été menée par l'État unitaire, ça a été de délégitimer la RDA en disant c'était pas une question de savoir si c'est vrai ou faux, mais en tous les cas le discours c'était avant tout une dictature répressive et inefficace économiquement dont il faut se débarrasser. Donc dans le fond on a jeté sur l'ensemble de cette histoire un voile non pas de tabou mais de délégitimation en disant tout ça dans le fond, c'est un passé qu'on va étudier parce qu'il a eu des conséquences très importantes sur les gens qui l'ont vécu, notamment ceux qui ont vécu comme opposants ou ceux qui ont été réprimés. Donc, mais en tous les cas, on va jeter un voile sur toute forme de réussite, de légitimité à avoir existé. Et donc, il s'agissait d'un État dont on considérait avant tout qu'il fallait montrer les errements politiques, errements économiques. Donc, dans le fond, tout ce qui venait de la RDA dans les années 90 a été considéré comme dépassé sur le plan de la fabrique des objets, qu'on trouvait sur le plan intellectuel, négatif et répressif sur le plan politique. Bref, tout était illégitime de ce qu'avait été la RDA. Une économie de mauvaise qualité, un régime répressif stalinien. Donc, dans le fond, à un moment donné, les gens eux-mêmes ont fini par se sentir délégitimé en disant voilà, ce passé-là dans le fond c'est un passé d'échec. Il se débarrassait de tout ce qui paraissait le représenter. Donc du coup on vendait, c'était très frappant dans les années 90, on voyait sur les routes, sur les rues, les armoires de RDA, les meubles de RDA, la vaisselle de RDA, les livres de RDA même, parce qu'on considérait que c'était le discours du pouvoir et que c'était des livres un peu obligatoires à lire, ou en tous les cas une forme de sélection officielle, ce qui n'était pas faux bien sûr, des auteurs légitimes. Donc tout ça a été jeté par terre
parfois par terre au centre. Il y avait même des cimetières entiers de voitures, on ne voulait plus des Trabants qui avaient été tellement désirés quelques années avant. Donc du coup, cette délégitimation de la RDA, politique et économique et intellectuelle, fait que dans le fond, beaucoup d'Allemands de l'Est eux-mêmes ne voulaient plus garder les traces de ce qui apparaissait comme véritablement un échec général et la transposition physique de cette délégitimation, de changement de perspective, où tout ce qui venait de l'Ouest était désiré, désirable, et de l'Est était condamnable et condamné, fait que les choses étaient jetées. Elles étaient soit abandonnées, soit revendues, soit mises dans les réserves. Vous savez, ce changement de la verticalité à l'horizontalité, on le voit aussi par exemple pour la peinture. Toutes les toiles de RDA dans les musées étaient décrochées pour mettre des auteurs qu'on considérait comme plus contemporains, plus légitimes, des peintres. Donc les caves des musées de RDA sont remplies à l'horizontale des peintures qui sont stockées, des ex-peintres de la RDA. C'était la même chose pour la littérature et les bibliothèques. Donc il y a vraiment une transposition physique du discours politique des années 90. C'est pour ça que c'est vraiment un pays à l'horizontale. Et on le voit d'ailleurs, aujourd'hui évidemment les choses sont plus nuancées, ont évolué, mais on le voit encore beaucoup quand on se promène dans ces parties de l'Allemagne. Et vous dites que parfois au détour d'un café ou de quelque chose, il y a un billet qui est agrafé ou un tout petit objet qui reste sur un comptoir. Qu'est-ce que du coup ça dit de ce qu'on conserve et quel statut ont ces objets? Est-ce que ça reste un souvenir attaché à je sais pas, est-ce que ça reste un statut de souvenir? Est-ce que c'est une petite relique qui reste? Quel statut ont ces objets qu'on garde du coup alors qu'on achetait beaucoup? Et c'est très intéressant parce qu'à travers ces objets, dans le fond, ça raconte l'histoire des années 90 parce que, bien entendu, le discours que je vous décrivais à l'instant, il pouvait pas être complètement accepté ni incorporé par les habitants de RDA. Donc il pouvait y avoir évidemment un moment d'euphorie, il pouvait y avoir beaucoup d'entre eux qui ne voulaient plus entendre parler de ce régime dont ils avaient souffert, mais dans le fond, c'était aussi leur histoire. Donc, en délégitimant la RDA sur le plan politique et économique, on a fini par délégitimer ses habitants, en disant que c'était un peu des sujets passifs d'une dictature oppressive, voire des gens pas trop capables de travailler parce qu'ils avaient toujours été habitués à une économie socialiste où tout leur était donné dans des cadres très définis. Donc il y avait des discours qui pouvaient être assez sévères aussi tenus sur les capacités des gens de l'Est. Et on imagine bien qu'à un moment donné, c'est difficile de supporter d'avoir la moitié de son existence, pour certains, plus pour les plus vieux, rendue dans le fond, à ce que je viens de décrire. Donc une économie ratée et un régime politique qui a rendu ses citoyens un peu au mieux comme des passifs, voire des gens qui ont accepté de se soumettre à une dictature. Donc du coup, à un moment donné, les gens ont commencé aussi à résister à ce discours. Ils ont commencé à résister à ce discours parce qu'évidemment, ils avaient une histoire. On pouvait vivre en RDA et aussi ne pas avoir ce sentiment d'échec permanent, d'autant que beaucoup des entreprises de RDA paraissaient comme avoir un succès relatif à l'international. Il y en avait beaucoup qui exportaient, il y avait des ingénieurs, des employés, des ouvriers de RDA qui allaient travailler dans le monde entier pour monter les instruments, les outils, les usines que la RDA était capable de concevoir et de produire. Donc, vous voyez, il pouvait y avoir aussi un sentiment de décalage entre cette délégitimation, ce que les gens avaient vécu. Et puis, dans tout régime, tout le monde ne vit pas uniquement sous le sceau du politique, etc. Donc il y en a qui se débrouillaient, qui vivaient leur vie. Donc c'est des histoires d'amour, des histoires d'amitié, on va à la pêche, on va jouer aux cartes. Et donc du coup, on n'a pas uniquement un regard de sa vie comme une forme d'échec global collectif. On peut avoir eu l'impression d'avoir eu de beaux amours en RDA, d'avoir bien pêché et de s'être bien amusé, ou d'avoir élevé ses enfants comme on l'entendait, ou d'avoir une très belle réussite professionnelle parce qu'on a vu sa dentelle exportée dans tout le bloc de l'Est, ou qu'on allait monter à Cuba des usines et des sucreries. Donc évidemment, les gens pouvaient un moment entendre ce discours pour profiter des bienfaits de l'unification, mais ça pouvait aussi un moment entrer une forme de dissonance entre ce qu'avait été leur expérience de vie et ce discours général de judiciarisation, de délégitimation et de critique. Et donc, un moyen de résister à cette critique, beaucoup venue de l'Ouest, mais qu'ils avaient en partie incorporée, ça a été les objets. Parce que les objets, ça rappelait une vie concrète, parfois heureuse. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui encore. Si vous baladez dans un musée de l'ex-RDA, vous avez toujours des gens, on voit qu'ils ont vécu en ex-RDA, qui sourient, qui rigolent quand ils retrouvent leur shampoing d'enfance, les jeux du bain. Vous savez, il y avait des petits plongeurs
qu'on faisait quand on était gamin, qu'on faisait plonger dans son bain, des scaphandriers. Bon, mettez des Allemands de l'Est devant tout ça, il n'y aura pas le drame de la RDA qui va apparaître. Ils vont pas voir la Stasi, ils vont pas voir l'URSS, ils vont pas voir l'armée rouge, ils vont voir leur enfance, ils vont voir la vie ordinaire que beaucoup d'entre eux avaient eu. Donc ces objets ont cristallisé un peu une forme de résistance des Allemands de l'Est à tout ce discours de délégitimation. Et donc du coup, ils ont un peu reverticalisé autant qu'ils l'ont pu, la RDA, pour dire c'est aussi notre histoire, bon an mal an. Ça ne veut pas dire qu'ils trouvaient que le régime était sympathique en faisant ça, mais qu'on a existé en RDA, on a fait des choses, et il y a des choses qu'on a envie de garder. Donc l'objet est devenu une forme d'objet de résistance au présent, en fait. C'était de dire, vous nous expliquez que tout ça a été nul, certes peut-être, mais on a quand même vécu dedans, on a fait des choses, on a eu notre histoire, et donc nos objets en témoignent. Et d'autant plus que, pourquoi est-ce que ça fonctionne, ce que je vous raconte ? Parce que dans les années 90, c'est pas seulement le bonheur de la réunification, l'injection d'argent de l'Ouest à l'Est, c'est pas seulement non plus le plaisir de retrouver sa famille de l'Ouest, c'est pas seulement la fin de la répression de la Stasi, c'est aussi le chômage. C'est aussi le déclassement social pour beaucoup d'entre eux. C'est l'arrivée du capitalisme parfois le plus sauvage dans les années 90, le néolibéralisme qui enlève de nombreuses protections sociales, qui disparaissent, puisque évidemment, c'était des gens qui étaient sur le plan social très protégés. La médecine était quasiment gratuite. Donc du coup, évidemment, vous perdez beaucoup de choses qui pouvaient paraître protectrices dans les années 90. Donc vous voyez, c'est une histoire à trois entrées. D'une part, il y a ce grand discours de délégitimation. Il y a ensuite de plus en plus le sentiment pour un certain nombre de ces Allemands de l'Est de déclassement, de perte de repères, parfois aussi de difficultés économiques et sociales, avec la fin du monde socialiste qui les protégeait, certes, qui peut-être les opprimait, les encadrait, mais les protégeait aussi par d'autres côtés. Et donc, troisième élément dans ce basculement, les objets, c'est un peu un moyen de se raccrocher, dans le fond, à une histoire qui n'était pas faite que d'éléments négatifs pour ceux qui l'ont vécu. Et donc, on va voir de plus en plus fleurir dans ces années 90, partout, donc des petits musées de la RDA, où les gens vont exposer, reverticaliser en quelque sorte, en les remettant sur des étagères, en les montrant dans des vitrines, des objets du quotidien, donc des soupes, des shampoings, les voitures, les panneaux. Et vous allez le voir dans des musées, mais vous allez le voir aussi chez les habitants ou dans des cafés. Moi, j'en ai vu de manière innombrable. Alors, tous n'ont pas la même signification, mais il y a quand même la signification qui est centrale, qui est de dire, nous avons une histoire qu'il faut quand même assumer et qu'on a envie d'assumer. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne donne pas forcément lieu à un discours politique unique. C'est-à-dire, si vous avez trouvé des 10 objets de RDA chez quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est un suppôt du régime. C'est-à-dire que vous allez avoir des discours très différents. Il y en a qui vont être effectivement en disant c'était pas si mal la RDA, on avait la sécurité de l'emploi, on avait la santé, on avait une éducation qui était la même pour tous, etc. On avait la possibilité, quand on était d'origine ouvrière, d'avoir de l'ascension sociale. Donc c'est pas seulement un discours, on pourra dire, de regret des points qui étaient jugés positifs. Ça peut être aussi des traits critiques du régime, et de dire c'est une histoire où, malgré le régime, à côté du régime, on a eu notre histoire. Et ça, c'est intéressant de voir que moi, dans ces petits musées de RDA ou dans ces vitrines de RDA, j'ai eu des discours politiques extrêmement variables. Mais ils avaient comme point commun de ne pas vouloir non plus que leur histoire soit uniquement sous le sceau de la délégitimation. Et vous dites qu'il y a un discours qui revient souvent, c'était l'impression de faire partie d'un tout, et que ça, de faire une communauté sous les RDA, et que ça s'est un petit peu dématérialisé. J'ai pas d'autres mots. C'est pas celui-là, mais ouais, ça c'est un petit peu. En tous les cas, ça a disparu. Ça a disparu un petit peu. Oui, parce que en fait, la RDA, elle avait produit deux types de solidarité. On peut dire une solidarité forcée, c'est-à-dire qu'évidemment, dans le monde communiste, qui est le collectif, notamment au travail, est fondamental. Le terme de collectif, qui est le même en allemand, c'est quelque chose de fondamental. Les gens dans les entreprises étaient organisés en brigades. Et ces brigades devaient avoir non seulement évidemment un travail commun, allez me dire, les gens sont tous organisés dans une entreprise plus ou moins, mais cette brigade devait aussi avoir, et ça c'est spécifique à tout un ensemble de régimes, notamment régime socialiste de RDA, des activités communes.
Donc des activités communes, ça veut dire qu'on allait ensemble dans des loisirs, par exemple à l'opéra, au théâtre. Ça veut dire qu'on voyageait ensemble. Hein. Si on obtenait par exemple la possibilité d'aller faire un voyage en URSS ou en Tchécoslovaquie, on y allait avec sa brigade. Cette brigade tenait un journal qui racontait ce qui se passait et il y avait tout un ensemble de solidarité. Solidarité qui était parfois ambiguë, mais qui pouvait aussi avoir des bons côtés. Par exemple, il y a un soldat qui est d'une brigade qui se comporte mal, il est ouvrier, mais là il est à l'armée. Donc forcément, ça rejaillit un peu sur la brigade. On se dit, est-ce qu'elle va perdre des primes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on envoie des camarades de la brigade pour lui demander ce qui se passe. Vous voyez, donc c'est quand même, on ne le laisse pas se dépatouiller avec ses affaires militaires tout seul. Donc on essaie de trouver un équilibre entre évidemment dénoncer tout comportement qui paraîtra hostile au régime. Il ne s'agit pas du tout mais en même temps d'essayer de voir comment on peut soutenir un camarade de la brigade qui manifestement a un comportement qui ne va pas. Vous voyez, c'est souvent ambivalent. Donc il y a cette solidarité un peu contrainte. Hein, et d'ailleurs, on encourageait beaucoup les conjointes à être présents aux fêtes de brigade. Donc ça ne fait pas une affaire individuelle seulement. Vous voyez, ça fait du collectif quand même. Hein. On a les loisirs communs, on voyage en commun, on est attentif aux problèmes en commun. On élargit ce commun à la famille, avec plus ou moins de réussite. Donc ça, c'était le premier aspect de cette solidarité, de ce collectif qui est très important en RDA, dont je parle beaucoup dans l'histoire globale de la RDA, parce que c'est très important aussi pour comprendre comment les choses marchent. Et puis, il y avait, on pourrait dire, une forme de contrainte ou de solidarité, de nécessité, c'est-à-dire qu'il y avait de nombreux dysfonctionnements dans l'économie de la RDA. Malgré les grands discours où tout serait encadré dans le plan, vous vous rendez compte qu'en réalité, évidemment, on manquait souvent de pièces de rechange. Les machines marchaient mal, justement parce que soit elles étaient pas, soit parce que les temps de réparation étaient trop longs, soit parce que les pièces de rechange n'étaient pas arrivées. Donc du coup, il fallait bien être solidaire. Hein, celui qui avait une pièce de rechange à côté, s'il pouvait la prêter à celui qui n'en avait pas. Donc du coup, ça oblige. Mais si vous la prêtez, la prochaine fois où sa machine à lui, elle marche pas, il faut que le gars de la brigade, elle lui ait donné un coup de main. Ce qui vaut pour l'entreprise vaut aussi pour chez soi. Comme il manquait énormément de choses, à la fois il fallait tout ce qui était par exemple réparation automobile, c'était même pas la peine, hein, c'était parfois des années pour certaines réparations, donc il fallait bien que quelqu'un répare la voiture, donc il fallait bien que vous trouviez la pièce quelque part, donc il fallait toujours s'arranger avec son voisin. Et si votre voisin il avait des charpentes de bois dont vous aviez besoin et vous pouviez lui donner un petit coup d'aide pour la plomberie, ça c'était pas mal, hein, parce que évidemment les pièces elles étaient pas disponibles. Donc vous voyez, solidarité de pénurie, de nécessité, mais ça a créé évidemment tout un ensemble de liens sociaux qui sont très particuliers. Si vous additionnez les deux, ceux qui sont contraints et ceux qui sont, on pourrait dire, de nécessité ordinaire. Et vous écrivez aussi qu'il y a un grand récit, une réflexion sur l'histoire avec un temps long, un temps moyen depuis 1914 et un temps court qui se veut en rupture totale avec le nazisme. Comment est-ce qu'ils séparent ces temporalités et ils les pensent et ils les vivent au quotidien ? Alors ça, c'est une bonne question. Alors évidemment, il faudrait différencier selon les éléments, mais quelque chose qui frappe pour un historien quand on étudie la RDA, et dans l'histoire globale, justement, j'ai consacré un chapitre entier à l'histoire en RDA. Vous allez me dire, peut-être parce que je suis historien, pas tant que ça, parce que quand on est historien en particulier, on est frappé par la place de l'histoire dans le pays. Hein, c'est-à-dire que elle est partout. Je vous parlais du marquage du territoire. Ce marquage du territoire, il raconte une histoire, qui est l'histoire de l'Allemagne, de la classe ouvrière, de la Révolution, de l'émancipation, tout ça vu par le parti au pouvoir. Donc ça raconte une histoire dans l'espace, mais ça évidemment ça raconte une histoire aussi pour les habitants. Et donc l'histoire elle est partout. Vous pouvez pas ouvrir la moindre revue, une revue technique, une revue pour les jeunes, sans qu'il y ait un petit paragraphe sur tel ou tel événement révolutionnaire en Allemagne depuis le 19e siècle. Donc ça c'est quand même un élément qui est très frappant. L'histoire elle est partout, elle est sans cesse utilisée, instrumentalisée, mise en avant. Il y a évidemment des groupes de jeunes historiens, non pas de jeunes historiens à l'université, mais dans la population. Donc, pour que les jeunes s'intéressent à l'histoire, des petits ateliers, qu'on pourrait dire, des ateliers d'histoire. Donc, c'est vraiment fondamental. Alors, pourquoi et comment ? Deux éléments. Le premier élément, d'abord, c'est que vous savez que, évidemment, la RDA a un concurrent juste en face, l'Allemagne de l'Ouest. Donc, il faut montrer que, dans le fond, on existe dans l'histoire. Qu'est-ce qui fait que cet État est légitime ? C'est qu'il a une histoire. Donc, il faut s'inventer un passé. Donc, vous savez, c'est classique. Tout État nouveau, quasiment, doit s'inscrire dans la tradition pour montrer qu'il est légitime, qu'il existe dans le temps long. Donc ça n'a rien d'exceptionnel. Mais pour la RDA, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il doit le faire par un autre État qui peut lui dire « mais tu n'as pas d'histoire, puisque c'est moi l'histoire de l'Allemagne ». Donc, du coup, il faut montrer
qu'on est bien un héritier de traditions longues et qu'on est bien un État légitime à exister face à l'autre, face à l'Ouest. Et ça passe par différents éléments. Et un des éléments fondamentaux, c'est d'inscrire une histoire progressiste de l'Allemagne. Donc, alors ça a beaucoup de variations, dont j'étudie certaines dans le livre, mais c'est l'idée de raconter une autre histoire allemande. Cette autre histoire allemande, c'est celle du progrès, c'est celle de l'émancipation, c'est celle des ouvriers, c'est celle de la lutte, et c'est pas celle des fascistes. Parce que autant, évidemment, l'autre est un concurrent, mais l'autre a un défaut, c'est qu'on peut lui renvoyer tous les fascismes de l'histoire allemande, depuis même avant Hitler. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire, ben voilà, les mauvais Allemands, le mauvais héritage de l'Allemagne, il est à l'Ouest, c'est l'héritage de l'impérialisme, c'est l'héritage du fascisme, c'est l'alliance de la bourgeoisie et du grand capital qui a mené au fascisme. Donc, tout cet héritage-là, il est à l'Ouest. Et donc, l'Est, c'est en quelque sorte l'héritage progressiste de l'Allemagne. Donc, vous voyez, c'est très agonistique comme histoire. Elle doit montrer que la bonne histoire, elle est à l'Est, et le mauvais héritage, il est à l'Ouest. Alors, évidemment, il y a beaucoup de nuances dans toute l'histoire de la RDA, mais c'est très, très passionnant. Et donc, oui, il y a quand même un sentiment qui est donné parce que dans le fond, il y a tout un ensemble de discussions qui sont menées sur à quel moment est-ce qu'on a vraiment mené une révolution et à quel moment, dans le fond, l'Allemagne est-elle devenue socialiste? Est-ce que c'est seulement en 1949, lorsque la RDA est créée? Alors, un des grands points de débat, justement, vous parliez de ces différents temps et me demandiez s'il y a des différences. Oui, il y a un moment, par exemple, qui suscite énormément de débats, plutôt chez les intellectuels que dans la population, plutôt chez les historiens ou les militants, savoir c'est est-ce que dans le fond la révolution allemande de 1918 était déjà une première révolution ouvrière. Dans le fond, est-ce que la RDA a accompli une révolution qui a raté mais qui était déjà en quelque sorte en marche, ou est-ce que dans le fond c'était seulement une révolution bourgeoise et que la vraie révolution socialiste, donc quel caractère en fait à la révolution de 1918? Ça par exemple, ça occupe énormément les esprits, surtout au moment anniversaire. Donc 1948, 1958, 1968, 1978, on discute à chaque fois du coup dans quelle temporalité se situe la RDA. Mais vous voyez, c'est une temporalité socialiste. Dans quelle mesure c'est l'accomplissement du socialisme, alors un accomplissement totalement nouveau, une continuité, le rattrapage de l'échec de la révolution de 1918, puisque vous savez que les insurrections ouvrières ont été matées dans le sang, notamment en 1919, celles qui pouvaient prétendre donc venir du monde communiste. Donc du coup, si elles ont été matées dans le sang, si elles ont raté, alors que voilà. Et une des grandes explications, c'est que oui, il n'y avait pas encore vraiment le Parti communiste, puisqu'il date à cette époque-là. S'il y avait déjà eu un parti qui avait permis vraiment de mener la révolution jusqu'à son terme, alors les choses auraient été autrement. Mais évidemment, le Parti communiste n'est fondé que fin 1918, début 1919. Donc c'est évidemment inscrit dans la perspective du pouvoir. Mais tous ces débats, ça peut paraître un peu compliqué, un peu spécifique, mais moi je trouve ça au contraire assez fascinant de voir combien ce régime cherche à se raconter une histoire et à fonder un grand récit national. Et ça a des incarnations partout. Parce que ces histoires que je vous raconte, il y a des héros, par exemple, il y a des marins rebelles en 1917 qui ont été exécutés, ça va devenir des héros, ils vont donner leur nom à des écoles. Ils vont être racontés dans les manuels scolaires. Donc il y a bien sûr les grands débats intellectuels pour savoir où en est le socialisme en RDA, mais il y a aussi une transcription pratique pour les enfants des écoles. Et forcément, ça marque aussi les gens. Les héros qu'on leur donne à l'école, la manière dont on leur raconte l'histoire. Alors évidemment, les gens s'approprient les choses sans doute différemment. Mais je vais raconter une anecdote. J'étais dans un train en train de travailler avec mon ordinateur entre Francfort-sur-l'Oder et Berlin. Et il y a un monsieur un peu perdu, qui faisait un peu de doux rêveur. Il monte, il me demande des questions sur la tarification. Alors je lui réponds parce que j'ai l'habitude de prendre le train d'Allemagne de l'Est et il s'assoit en face de moi. Et j'avais envie de travailler, donc je le regarde le moins possible. Mais il me parle, il me dit voilà, je m'appelle machin, il me montre sa carte d'identité, j'ai plein de problèmes avec mon bailleur. Je dis oui, je lui parle 2 minutes. Puis je vois que de toute façon, je vais pas m'en sortir. Comme il me restait 20 minutes, donc je clappe mon ordinateur. Et on commence à discuter. Il me raconte les malheurs qu'il a eu après 90, au moment de l'unification, parce que l'immeuble a été redonné à des propriétaires de l'Ouest, donc il n'a plus pu rester parce que ses loyers étaient devenus trop excessifs. Vous voyez, un des problèmes que certains ont connus. Et puis, c'était un mélange, je dis, c'était un peu un foufou, doux rêveur, etc. Il avait plein de sacs en plastique avec plein de choses dedans. Vous voyez, un peu le genre de personnage, mais très gentil. Donc, on discute de plein de choses et il me dit, vous faites quoi? Il me parle des enfants, voilà, je parle des miens. Donc on discute, et ensuite de profession, il me dit, vous êtes historien, j'ai des questions à vous poser. Il aurait pu glisser, on pourrait dire que tous les doux rêveurs n'ont pas forcément interpellé. Il me dit, est-ce que vous connaissez Spartacus?
Je dis oui. Vous pouvez me donner la date? Je donne à peu près. Et je me suis dit, c'est fou quand même, parce qu'il n'y a que dans l'ex-RDA que quelqu'un va parler de Spartacus, qui était justement un de ces héros populaires, un rebelle, en tous les cas, qu'on pourrait raconter comme une tradition. Je pense qu'aucun... Dans peu d'autres pays ou de démocratie occidentale, on penserait à une première question sur Spartacus. Ensuite, ils m'en a posé une sur Rosa Luxembourg. Donc c'était l'idée quand même. Ils avaient quand même cette idée. Donc ça avait un peu évidemment imprégné la population. Cette idée d'une histoire progressiste, en gros, de Spartacus. L'idée de la révolte, en tous les cas, de l'émancipation. Et ça m'est arrivé souvent de voir quand même que ces héros fabriqués par le régime pour montrer et raconter une histoire progressiste avait évidemment forcément infusé sous différentes manières dans la population. Donc le grand récit de la RDA, bien sûr, c'est quelque chose de très intéressant pour les intellectuels, pour ceux qui s'intéressent à la construction des romans nationaux, mais ça avait évidemment aussi des conséquences sur la formation des gens. C'est d'ailleurs, on pourrait sans doute l'étudier plus encore, mais évidemment l'histoire aussi militaire. Comment vous racontez à une armée une histoire progressiste, une armée qui hérite forcément aussi du territoire de l'Allemagne, d'un certain nombre de ses officiers. Donc il y avait aussi l'idée de trouver un récit populaire pour la marine allemande, un récit populaire pour l'armée allemande. Vous voyez, c'est quand même une énorme machine à construire et à diffuser de l'histoire, la RDA. Et quelle est la place de la mémoire de la Grande Guerre dans la RDA ? En fait, au départ, on peut avoir l'impression de se dire, dans le fond, la Grande Guerre, c'est assez lointain, il y a deux choses qui auraient pu l'effacer complètement. C'est d'une part la révolution de 1918, puisque dans le fond, ce qui compte dans la Grande Guerre, c'est pas tant cette guerre impérialiste que son débouché, la révolution plus ou moins avortée de 1918-1919 en Allemagne, et puis fondamentale, la Seconde Guerre mondiale avec la lutte antifasciste qui aboutit donc à la victoire de l'URSS et à la construction de la RDA. Et donc on pourrait se dire, l'expérience de guerre des gens, c'est relégué aux oubliettes par ces deux événements. Et en réalité, dans un travail qu'on a fait avec Emmanuel Droit et publié en allemand, on s'est rendu compte que beaucoup des fondateurs, ce qui est assez logique chronologiquement, de la RDA avaient fait la Grande Guerre et que ça avait été un des moments très marquants. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que dans le fond, il y avait deux grandes guerres. Il y avait une grande guerre qui avait été construite comme une guerre qui n'avait aucun intérêt, comme simplement un arrière-fond impérialiste de gens qui continuaient leur émancipation. Donc dans le fond, ils avaient lutté contre la Grande Guerre, ils allaient faire la révolution d'abord en 1918, lutter contre les nazis, puis fonder la RDA. Donc il y avait un grand récit qui pouvait être fait. Mais en fait, on s'est dit que sans doute, beaucoup aussi de leurs expériences premières avaient eu lieu dans la réalité, et pas seulement dans les discours, dans les tranchées. Et donc on a essayé de comprendre comment, dans le fond, ces gens avaient été aussi marqués par la violence de 14-18 très concrètement, et pas seulement dans les discours. Et donc ça, c'est la réalité de la guerre de 14-18 qui nous a intéressés, de se dire que dans le fond, beaucoup de ces gens-là avaient été aussi marqués par l'expérience de la violence de 14-18, de voir comment. Et le deuxième élément qui m'a beaucoup frappé dans les discours, et ça rejoint aussi ce grand récit dont vous me parliez à l'instant, c'est que quand on regarde les récits qui ont été publiés en RDA, qui racontent ce qu'avaient vécu les Allemands futurs de l'Est dans les tranchées, on se rend compte en fait qu'il y a l'idée de la conversion. C'est-à-dire que la Grande Guerre, c'est un peu un opérateur de conversion, c'est-à-dire que des gens qui étaient pas du tout engagés politiquement, qui étaient détachés, dans le fond, sont devenus des militants de gauche ou des militants communistes devant l'horreur impérialiste. Donc il y a un peu une forme de récit mythique qui se met en place. Il y en a même un, c'est extraordinaire, qui est devenu ensuite ministre en RDA. Jeune homme, donc 14-18, il raconte sa conversion, on dirait pratiquement une conversion chrétienne comme Saint Paul sur le chemin de Damas. C'est en 1918, il rencontre des déserteurs, je crois que c'est dans les Ardennes, et le récit qu'ils leur font de la guerre, le récit qu'il entend de la bouche de ces déserteurs, ça noue ensemble toutes les critiques et tous les refus de la guerre qu'il avait en lui. Donc on a l'impression, tout d'un coup, la guerre lui fait percevoir que c'est plus possible. Et c'est là qu'il devient un militant et qu'il va vouloir s'engager après en 1918, 1919. Et des récits comme ça, on en a des dizaines, où le soldat ordinaire, ça peut être un soldat chrétien, ça peut être un soldat politique, ça peut être un soldat vaguement humaniste, devient en quelque sorte un militant parce que la guerre impérialiste l'a transformé. Donc c'est quand même, dans le fond, un moment très, très ambigu, qu'on essaye dans le fond de reléguer comme un arrière-plan et qui sans doute a été central dans ses expériences, expérience qu'on a essayé de sceller sous ce sceau de la conversion de l'individu devant l'adversité, qui comprend que le seul, dans le fond, débouché pour lutter contre cette guerre impérialiste, c'est le communisme, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen.
Et dans cette idée de la mémoire de la Grande Guerre, vous avez dirigé un ouvrage collectif sur le chemin des dames. Et à la toute fin, il y a un chapitre d'Arlette Farge, la reine Arlette Farge, et qui travaille sur vos photographies d'une tombe, des champs de bataille, etc. Et elle écrit dans la boîte d'un appareil photo, il y a un futur toujours, entre guillemets, qui veut contraindre le présent à vivre intensément, à s'arrêter peut-être. Appuyer sur le déclencheur, c'est déjà être hier. Tirer la photo, la voir apparaître sur l'écran de l'ordinateur, c'est réclamer que subsiste hier. Et dans vos livres d'Urbex, il y a beaucoup de photos, des photos que vous avez prises, et vous dites l'importance que ces photos n'ont pas un but artistique, mais l'importance que ce soit vous qui les ayez prises. Comment pensez-vous l'image que vous produisez et le temps dans lequel elles s'inscrivent? C'est une bonne question. Du coup, en vous écoutant, il y a une idée que je pense, auquel j'aurais pas pensé avant, mais je pense que d'abord dans la photo, et ça rejoint un peu ce que dit Arlette Farge, il y a un sentiment quand même d'urgence. C'est-à-dire que dans le fond, on sait la fragilité du document en histoire, on sait la fragilité des choses en général, on sait aussi parfois la fragilité d'attester, de donner de bonnes preuves de ce qu'on avance, qui est fondamental en histoire. Et dans le fond, la photo, pour moi, c'est d'abord ça. C'est pour ça que je les prends vite, sans qualité esthétique. Je me dis, mais il faut bien que je montre que c'est ça, que c'est comme ça. Alors, c'est évidemment illusoire. On sait que c'est mon regard à un moment donné. Mais, et en urbex, c'est d'autant plus fondamental que les choses disparaissent très vite. Donc je pense qu'il y a un peu la photo, pour moi, je dirais la première chose, je n'aurais pas formulé avant, mais comme votre question m'y amène, c'est d'abord dans le fond de fixer l'urgence de quelque chose. Est-ce que c'est l'urgence de la disparition? Est-ce que c'est l'urgence de la preuve? Est-ce que c'est l'urgence d'être sûr que j'ai bien vu les choses comme elles sont? Mais il y a un peu ce sentiment, vous voyez, c'est pas juste un travail posé dans les archives, où vous savez que si vous revenez dans un an, il y a toutes les chances que la cote d'archives n'ait pas bougé, et que vous puissiez recommencer et vérifier vos affaires. Quand vous êtes sur le chemin des dames ou en urbex, c'est un peu ce sentiment-là. Parce que quand vous avez un monument ou quand vous trouvez un bout d'obus fixé dans un arbre, vous dites, dans le fond, si je prends pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir la foudre demain et exploser, le monument peut être piqué, ce qui arrive. Donc il y a toujours ce sentiment un peu fixons vite par la photo, même mal. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai souvent des photos qui peuvent être floues, mal cadrées. De moins en moins, j'essaie quand même de me progresser. Mais parce que je me dis d'abord, soyons sûrs de ce qu'on a là et sauvons-le par l'image. Donc c'est peut-être ce sentiment-là, un peu naïf, J'en fais pas une théorie épistémologique, mais peut-être cette naïveté de dire qu'avec la photo, quand on est sur des terrains un peu fragiles, parce qu'ils sont pas protégés, parce que c'est pas un monument historique, souvent ce qui est sauvable. Et de fait, il y a souvent des choses qui sont détruites, surtout quand j'aime bien être sur des terrains toujours un peu compliqués. Alors en urbex, c'est vraiment fondamental parce que les choses sont vite détruites. Il n'y a aucun statut qui est donné souvent à ces lieux abandonnés, qui sont parfois d'ailleurs des lieux très intéressants. C'est pas toujours juste des constructions banales. Vous avez en urbex, il faut pas croire quand on fait de l'urbex qu'on va juste voir une usine sans qualité ou une maison qui est abandonnée par ses habitants où il n'y a plus que quelques murs branlants. Vous avez parfois des vrais lieux historiques. Vous avez des usines qui ont été très importantes dans l'histoire de la région, voire dans l'histoire de l'Allemagne ou de la France ou du Portugal. Et que donc, du coup, quand vous prenez des photos, vous allez peut-être être le dernier à voir ce bâtiment debout. Et ça m'est arrivé, très souvent. Je pense que dans mon livre Urbex RDA, qui a été publié il n'y a pas si longtemps, 2019, je pense qu'un tiers déjà des photos n'ont pas le même statut que les autres. C'est du document original de bâtiments qui ont été détruits. Ça va très vite, parce que... Oui, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une jeune photographe qui est partie sur les traces de la RDA avec le livre. Et elle m'a dit, je ne retrouvais pas beaucoup de ce que vous aviez raconté. Donc du coup, c'est des choses qui vont très vite et qui méritent d'être photographiées. Et c'est pareil, par exemple, je vous racontais tout à l'heure, puisque c'est une conversation à bâton rompu et qu'on peut passer entre les temps, que dans les années 90, j'allais me balader en urbex, comme ça ne s'appelait pas alors, dans les mines. Et par chance, à l'époque, je prenais des notes déjà, c'est l'habitude de l'historien, et des photos. Et d'ailleurs, il y a des tas de bâtiments dont j'arrive pas à retrouver forcément la trace ailleurs, parce que qui s'intéressait d'un vague hangar minier en 1990, alors qu'il y en avait des milliers à côté. Mais si vous vous intéressez, parce que vous prétendez qu'il a une histoire, j'étais bien content d'avoir des photos prises comme j'ai pu avec les moyens du bord d'un étudiant dans les années 90. Donc vous voyez, il y a un côté un peu
dans la photo, pour moi, il y a un côté un peu sauvegarde des traces. Ça, c'est un élément, voilà. Et ensuite, c'est un vrai document. C'est-à-dire que la photo, donc ça, c'est le premier élément, sauvegarde des traces. Deuxième rôle de la photo, c'est le rôle documentaire. Parce que, il faut le rappeler en urbex, mais c'est pas qu'en urbex, même ailleurs, ce que vous regardez sur le moment, c'est une expérience. Mais vous allez bien sûr, vous pouvez revenir 3 fois dans le même lieu, voire 100 fois, vous savez que vous allez voir de nouvelles choses, etc. Donc c'est aussi un moyen quand même de vous contrôler vous-même, d'avoir le maximum de photos, en disant tiens, je me souviens que ça. Et quand on fait de l'histoire et quand on travaille sur ça probablement, on sait bien combien c'est fragile. Combien de fois ça m'est arrivé d'être sûr d'avoir trouvé cette citation dans un document et de ne pas la retrouver dans ce document-là. Donc la mémoire est fragile, fugace, transformable. Donc la photo n'est pas la réalité, bien sûr, mais si vous arrivez quand même dans un lieu et que vous avez 200 ou 300 photos, vous arrivez quand même à une forme de stabilisation quand même de la matérialité de ce que vous avez vu. Donc ça, c'est le côté un peu, c'est moins le côté moins romantique de la sauvegarde documentaire que le point de vue du travail de l'historien. Et puis, troisième élément, mais qui s'est progressivement développé, c'est que c'est dans le fond aussi un partage avec le lecteur, pas forcément historien, parce que par champ j'ai des lecteurs qui ne sont pas comme des historiens, et c'est tant mieux. C'est aussi de leur montrer des choses que vous allez pas, qu'on peut pas voir, parce qu'elles ont disparu, parce que c'est trop dangereux d'y aller, parce que les gens n'ont pas forcément envie d'y aller. Vous savez, par exemple, l'urbex, il y a des gens qui s'y intéressent beaucoup, mais qui n'ont pas envie de le faire. Parce que ça demande quand même, il faut rappeler ce que ça veut dire, faire de l'urbex, c'est visiter des lieux de manière illégale, de manière approfondie, des lieux qui sont donc des lieux abandonnés, marginalisés, et généralement en mauvais état. Donc ça demande tout un ensemble de risques physiques qu'on peut, contenir, mais qui sont quand même certains. Il faut d'abord rentrer illégalement, donc vous pouvez vous faire attaquer par un chien, vous faire repousser par un vigile, ne pas rentrer alors que vous avez fait des kilomètres pour voir un lieu, donc il y a déjà ces contraintes de rentrer. Quand vous êtes dedans, il y a un nombre d'obstacles considérables, vous pouvez tomber dans un trou, vous pouvez des escaliers qui s'effondrent, des planchers qui s'effondrent, vous avez des métaux ou des tiges qui pendent du plafond, vous pouvez vous faire mal. Donc c'est quand même un exercice physique, il vous faut sauter d'un balcon à l'autre, il faut passer etc. Tout le monde n'a pas envie de faire ça, ce que je comprends. Donc il faut quand même le faire avec prudence, modération, en s'assurant de ses qualités physiques, de ne pas faire quand on n'a pas envie, il faut que ça reste, etc. Donc du coup, vous dites, moi j'aime ça, je le fais, ça me paraît intéressant, donc j'ai aussi l'occasion de faire partager aux gens. Ça, c'est le troisième intérêt de la photo, c'est le partage. Voilà, je pense que quand on est historien, on a envie de partager. On fait pas. Marc Bloch dit, l'historien, c'est un passeur entre les vivants et les morts, mais c'est ce qui est fondamental, c'est le passeur. Si vous êtes historien, c'est que vous êtes un passeur. Vous avez envie que les gens ne pensent pas que le présent est le seul temps imaginable. Donc du coup, la photographie est quand même un sacré média pour ça. Et d'ailleurs, souvent, quand j'avais publié mon premier livre là, donc sur la RDR en 2018, j'ai beaucoup de gens qui ont dit c'est bien, mais on va en voir plus. Et donc, je suis toujours attentif à cette demande en disant, il y a jamais. Les gens disent souvent, il n'y a jamais cette photo. Donc, c'est aussi cette idée, dans le fond, avec ça, je peux être un passeur. D'autant que j'ai 2 avantages sur mes lecteurs. Le premier, c'est que j'y étais. Et encore une fois, dans des lieux qui, parfois ont disparu, 2, sont peu accessibles, même sur le chemin des dames. Vous avez des monuments qui sont planqués dans la forêt, il faut une carte IGN pour les retrouver, et d'ailleurs je ne sais pas s'ils sont tous encore là. Donc quand vous avez eu la chance de les avoir vus à un temps donné, autant là aussi les passer, parce que vous ne savez pas ce qui s'y passeront autrefois. Donc j'ai cet avantage donc d'être allé sur les lieux dont je parle, et j'ai le second avantage de pouvoir contextualiser aussi. Parce qu'évidemment, et ça c'est fondamental, et les historiens en général y insistent, c'est-à-dire qu'une photo, il faut un contexte. L'image ne dit rien, et du coup, moi, c'est les choses sur lesquelles je suis attentif, c'est jamais publier de photos hors contexte. Et quand des gens qui me les demandent et le font, je suis pas content, parce que je pense que vraiment là, le boulot sur la photo, c'est de toujours contextualiser. Ça veut pas dire qu'elle est parfaite, la photo, ça veut pas dire que le cadre a pas coupé un truc à gauche ou à droite. C'est pas dire que dans le fond, en contextualisant, vous allez être meilleur que sur une charte médiévale ou que sur un autre document d'archives. Mais je pense que, compte tenu des usages qui ont été faits de la photo, on a un vrai devoir quand même de contextualisation. Donc même quand je la publie dans un livre où elle pourrait parler d'elle-même, j'essaie toujours de mettre le maximum de ce que je sais de la photo, le lieu, la date, l'origine, et si je sais pas, je le dis. Parce qu'on a vraiment trop longtemps joué avec l'idée que la photo parlait d'elle-même, y compris dans les manuels scolaires. Moi, sur 14-18, c'était catastrophique.
On publiait des photos de n'importe quoi. Ça pouvait être des photogrammes de films des années 20, on disait un soldat dans les tranchées. J'ai même vu dans une exposition en Allemagne en 2018 où j'ai participé, ils avaient mis une photo d'un photographe hyper célèbre de Léon Poirier. On voit un type qui meurt dans la tranchée, dans une pose qui est évidemment infotographiable avec les conditions de 14-18. Ils l'avaient mis comme un soldat dans les tranchées en France. C'était une exposition dans un super musée, etc. Et moi, j'étais heurté, je leur ai dit, ça n'a pas l'air de choquer la conservatrice. Donc, je pense que là, il faut vraiment être très vigilant parce qu'elle ne parle pas plus, la photo, qu'un document. Donc, il faut lui donner tous les éléments. Et c'est là où l'historien a un rôle, je crois. Donc, vous voyez, c'est très important pour moi, l'image. À la fois sauvegarde de traces, moyen de passer les choses et travail documentaire. Donc c'est essentiel. Et du coup, j'assiste aussi beaucoup sur le fait que l'esthétique ne doit pas jouer un rôle trop... Alors on m'a dit, il y a certaines photos qui sont belles, tant mieux, mais c'est plutôt les lieux qui sont intéressants en réalité que mes photos qui sont belles. Les gens, je pense, disent ça en disant ça. Mais effectivement, parce qu'il y en a qui sont très impressionnants, quand vous avez des ruines immenses, etc., c'est toujours impressionnant. Mais il ne faut pas qu'elles soient trop belles parce que ce n'est pas le but. Et enfin, pour finir, parce que le temps file, pourquoi faites-vous de l'histoire, Nicolas Offenstadt ? Alors là, je vais être très clair. Moi, j'ai toujours pensé l'histoire, dans le fond, comme un outil pour les sociétés contemporaines. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé l'histoire pour moi-même. J'aurais pas pu être chercheur juste au CNRS sans enseigner, sans intervenir dans l'espace public. C'est très bien, hein, mais je me rappelle, puisqu'on parlait de Jean-Pierre Azéma, qui encore une fois est mon premier professeur, quand j'étais le voir au début, et je me demandais des choses sur le métier. J'avais été voir plusieurs professeurs d'histoire contemporaine, de médiévale. Et il m'a dit, le seul truc sur la carrière, c'est allez pas au CNRS, ça rend zinzin. Alors je pense qu'il avait évidemment rien contre le CNRS, c'était un chercheur, etc. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que dans le fond, ne faire que de la recherche, sans avoir l'occasion de la transmettre, c'est pas une vie en fait. C'est lui ce qu'il pensait, et je le pense avec lui. Mais c'est que dans le fond, et donc du coup, pour qui je fais de l'histoire, c'est pas avec la prétention sans doute que d'autres gens, c'est que dans le fond, ça doit être un outil aussi pour le présent, pour se situer comme citoyen dans le monde présent. Alors je parle pas pour les historiens, mais si j'enseigne à des gens, moi j'ai enseigné depuis la 6e jusqu'au doctorat, donc à tout âge. Je pense que quand j'enseigne de l'histoire, c'est l'idée de dire réfléchissez sur l'articulation entre les temps, pas pour le plaisir de savoir combien vous aviez de chanoines dans une abbaye de chanoines ou pour savoir à quelle heure s'est déclenchée telle offensive, parce que ça en soi n'a pas forcément un intérêt illimité. Si vous le pensez, c'est qu'à la fin, vous allez pouvoir vous situer par rapport à ce temps-là. Qu'est-ce que c'était que ce temps-là ? Pourquoi les choses se jouaient comme ça ? Mais pas uniquement par l'érudition gratuite, c'est aussi par rapport, évidemment, par un jeu entre les temps. Donc pour moi, il y a toujours eu cette idée que, dans le fond, ça doit être, dans le fond, une manière de résister aussi au présent. Résister au présent parce qu'il y a eu d'autres temps, il y a eu d'autres possibles, il y a eu d'autres manières de penser. Et donc, en circulant dans le temps, vous n'allez pas trouver des leçons de l'histoire. Je ne crois pas aux leçons de l'histoire. Ça, c'est des trucs de pacotille. De dire, oui, si on sait le passé, non, si on sait le passé, on ne comprendra pas mieux le présent. Par contre, si on regarde le passé, on arrivera à mieux se situer soi dans le présent, à mieux bouger dans les temps. Donc pour moi, c'est une construction. Donc ça, c'est très clair. Moi, je fais de l'histoire parce que je pense que ça doit participer à des constructions citoyennes. Donc l'histoire, ça a un sens si ça passe par l'enseignement secondaire, si ça passe par des discussions dans l'espace public, comme un espace queer, pas raconter un récit que tout le monde devrait adopter, pas pour faire de l'histoire des grands spectacles ridicules, mais pour en faire un instrument de discussion et de situation dans le temps. Donc c'est ça pour moi l'enjeu fondamental. Donc pour qui c'est bien au-delà, à mon avis, du monde de l'histoire que c'est intéressant. Il faut que ce soit... Attention, quand je dis ça, je ne sais pas qu'il n'y a pas de discontinuité. Je pense que l'histoire, et ça j'y crois beaucoup, elle doit être évidemment élaborée de manière scientifique, ce qui est le résultat de l'histoire, le travail historique. Ça, c'est une chose de professionnel. Mais de même, quand vous faites un meuble, vous ne faites pas un meuble juste pour ce menuisier. Vous faites un meuble pour qu'il soit utile à des gens. Voilà. Mais par contre, quand il est fait, vous le faites bien. Vous vous arrangez pour que les pieds aient la bonne mesure, que le bois corresponde à les usages, etc. Donc pour moi, l'histoire, c'est un artisanat extrêmement précis, avec des règles, et donc c'est une affaire professionnelle. Donc il ne s'agit pas, oui, je veux montrer que
que ceci ou cela, donc je vais faire de l'histoire. J'ai montré que le Front populaire c'était super, je vais faire une histoire du Front populaire. Moi j'aime pas l'histoire qui est directement orientée vers un but. Donc on fait de l'histoire en artisan, en professionnel, en essayant de le faire au mieux possible. Et ensuite, une fois qu'on a élaboré ses résultats, qu'on a élaboré sa méthode, alors on peut discuter. On dit, voilà, moi je sais ça sur ça. Mon meuble il est là, vous pouvez vous asseoir dessus. Vous allez être bien, pas bien dessus, ma chaise est trop basse, mais elle tient bien ma chaise. Ensuite vous l'aimez pas, c'est autre chose. Donc il y a cet aspect qui est pour moi fondamental, c'est que l'histoire c'est un artisanat, on pourra dire une connaissance avec des règles absolues à respecter. Ça doit être fait en quelque sorte par ceux qui y savent, qui ont appris, comme encore une fois, comme un ébéniste. Moi, je ne peux pas faire un meuble demain matin. L'ébéniste, il y a toute une formation. C'est pareil pour faire de l'histoire. Il faut une formation, il faut un art, il faut une manière de faire. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait, mais il faut l'acquérir lentement, doucement, de mieux en mieux. Il faut élaborer ses résultats. Et une fois qu'on a tout ça, évidemment, l'idée est de trouver les moyens de le partager, de le passer. Mais vous voyez, il faut garder la séparation entre ce qui relève de l'univers d'une science ou d'un art ou d'un artisanat, peu importe les mots. Et ensuite, ce deuxième moment qui est pour moi très important, c'est de donner aux citoyens la manière d'utiliser ces résultats solides, encore une fois, pour se construire eux-mêmes dans le temps. Et enfin, quel feu brûle en vous ? Alors, je très clair dans le temps présent, puisqu'après tout on est situé dans le temps, le feu qui brûle en moi en ce moment, c'est de se demander comment, dans un pays justement où l'histoire est si importante, où la réflexion critique est si forte, où on a de si belles productions intellectuelles, comment est-ce qu'on peut glisser vers le fascisme ? Une question que je me pose. Et comment est-ce qu'on peut voter pour les pires ignorants que le pays ait produit, qui portent les pires mensonges qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et donc j'essaie de comprendre ce décalage. Voilà le feu qui brûle en moi. Comment donc un pays qui produit les plus grands historiens, qui va panthéoniser Marc Bloch le 23 juin, un esprit parmi les plus brillants qui soit, dans les disciplines de sciences humaines, d'une finesse, d'une intelligence face aux choses, d'une curiosité, mais aussi d'une réflexivité, qui n'imposait pas les choses, mais qui montrait comment elles fonctionnaient. Comment est-ce que le pays de Marc Bloch peut glisser vers la barbarie ? J'avoue que ça, c'est quand même quelque chose qui m'intrigue comme historien. Je me demande dans le fond, puisque parler de feu, je me demande dans le fond qu'est-ce qui a échoué qu'est-ce qui a échoué collectivement parmi notamment les professeurs d'histoire pour ne pas empêcher que des tas de gens se projettent sur le complotisme, les discours dont on sait tous qu'ils sont infondés, qui correspondent pas à la réalité, qui correspondent pas aux choses. On le dit en permanence, mais que beaucoup de ce que le populisme assène est faux, tout simplement. Ensuite, on peut bien sûr considérer que leurs valeurs sont acceptables, mais souvent fondées sur des faits qui ne sont pas avérés. Donc, c'est un peu ma question. C'est-à-dire comment expliquer cette disjonction entre tous ces professeurs d'histoire, la qualité de leur formation, leur qualité de l'enseignement, la qualité de leur dévouement pour le civisme. Donc, cette société qui a tous les éléments, dans le fond. Voilà. Alors, vous allez me dire, évidemment, l'histoire ne fait pas tout. Il y a un contexte socio-économique, il y a un contexte international. Mais le feu qui brûle en moi, c'est quand même de comprendre comment on peut glisser vers la croyance dans de tels mensonges dont on sait en plus qu'ils ne sont même pas des solutions. Des mensonges qui peuvent éventuellement être des solutions, parfois mentir peut aider, mais des mensonges qui en plus n'apportent aucune solution d'un monde social qui serait meilleur, plus solidaire, plus uni, mais au contraire qui serait sans doute plus disruptif et plus destructeur. Voilà la question du moment, entre science et civisme. Merci beaucoup Nicolas Oppenstadt. Merci infiniment de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast. Pour le dernier épisode de cette première saison, nous aurons l'immense joie de recevoir Stéphane Audouin-Rousseau. On parlera de l'impact de la guerre sur le corps et du deuil de masse après la Première Guerre mondiale. Et en attendant, soufflez sur vos braises.